Cette semaine, à l'émission, on reçoit le boxeur Mathieu Germain. On parle de l'avenir des sénateurs d'Ottawa et des différents trophées dans la Ligue nationale de hockey. Bienvenue à Sport Addict. Pour la première partie de l'émission, on va parler des sénateurs d'Ottawa. Salut Frédéric, ça va toujours bien? Ça va toujours bien, merci. Excellent. On va partir, en fait, sur le sujet du coach des sénateurs d'Ottawa qui a perdu récemment son emploi. Oui, donc Guy Boucher. Disons que les sénateurs d'Ottawa, ces temps-ci, ça va pas super bien. Le seul point, on peut dire, positif de l'équipe restait Guy Boucher et il s'est fait congédier. Donc, c'est sûr que ça augure pas bien pour le futur, selon moi, pour les sénateurs. Oui, la situation est vraiment dramatique. C'est très chaotique pour eux, là, sincèrement. Puis avec les derniers événements, on sait même avec les transactions, le départ de Carson, de Stone et également de Duchesne, ça a vraiment fait mal à l'équipe. Ah, ça, c'est clair. Et puis justement, Carson, tu parles plus tôt, donc pas plus tôt cette saison, en fait, plutôt l'autre saison, excuse-moi. Donc, on regarde les échanges d'ici la date limite des transactions. On pense à Duchesne, on pense à Dezingold, on pense à Stone. Tous des gros joueurs du punch à l'attaque qui sont tous partis. Donc ça, c'est sûr que c'est quand même pas super intéressant pour l'équipe. Puis moi, je pense que les problèmes de l'équipe débutent par 4 points cette saison. Donc, c'est 4 points vraiment fondamentaux. On pense au début le punch à l'attaque. Donc, l'attaque, c'est complètement perdu, selon moi. Il n'y en a plus. Là. On pense, oui, il y a des jeunes. On peut penser à Tkachuk, on peut penser en défense à Chabot. Oui, c'est des joueurs de talent, mais ils sont encore super jeunes. Donc, on perd Duchesne, Dezingold, Stone à l'attaque. C'est sûr, c'est vraiment plus très bon. C'est pas des gars d'expérience qui vont les amener à un niveau supérieur également. Non, effectivement, tu as tout compris. Puis là, on pense justement défensive. C'est une des pires de la Ligue au niveau des statistiques. Donc, ça non plus, c'est pas un point super positif. Exact. Ensuite, on pense au niveau des gardiens de but. Donc, Craig Anderson, qui est un super bon gardien de but, évidemment, mais il est rendu à 37 ans. Donc, est-ce qu'il est capable de continuer à mener les sénateurs vers la victoire, surtout qu'il ne reste plus beaucoup de jus? Donc, il faut penser à un nouveau gardien de but très bientôt. Et finalement, on pense à Guy Boucher, évidemment, l'entraîneur-chef, que c'était, je pense, le point positif de l'équipe. Puis il est parti, donc c'est sûr que ça part mal. Vraiment. Et lui, l'avantage, c'est qu'avec les jeunes, justement, on pense, comme je t'ai dit encore, à Tkachuk, à Chabot, il réussissait à les encercler un peu, à les aider. Puis là, en ce moment, d'après moi, ils sont un peu laissés à eux-mêmes. Donc leur développement va peut-être pas être aussi bon qu'on pourrait le penser. Là. Je suis totalement d'accord avec toi. J'ai l'impression que c'est comme ils ont choisi le mauvais moment pour le renvoyer. Il restait quoi, 20 matchs à la saison? Ouais. Puis qui va vouloir embarquer dans cette jungle-là de les sénateurs d'Ottawa, puis avec un jeune Milnick qui essaie d'avoir la même mise sur tout. Puis on peut même parler de ce qui s'est passé à l'extérieur de la glace. Ouais. Avec le taxi de Uber, justement, qui a diffusé les joueurs en train de parler en mal de leur staff, en fait. Ah oui, effectivement. Puis ça n'a pas juste commencé là. Ça a commencé avec la femme de Carlson, la femme de Hoffman, il y a quelques temps, qu'eux autres, ils s'estinaient ensemble. Je ne sais pas trop pour quelle raison, encore une fois, des enfantillages. Puis là, on pense à l'incident de Uber. Puis c'est drôle, ça arrive toujours à la même équipe, ces affaires-là. Donc moi, je pense qu'en tant que tel, c'est juste mal géré. La situation est vraiment pas bien gérée. Puis on peut faire des fois des comparaisons avec le Canadien. Ouais. Donc on regarde Marc Bergevin, ce qu'il a fait. L'année passée, c'était vraiment pas une bonne saison pour le Canadien de Montréal. On n'a même pas fait les séries. Puis cette année, on parlait au début d'une espèce de reconstruction, mais pas tant que ça, parce qu'au moins, on avait une base solide chez le Canadien. On pense à Shea Weber, Carey Price, versus là. Sénateurs d'Ottawa, il n'y en a plus de base solide. Il n'y a même plus de coach. Tout le monde s'en va. Là. Oh, ouais. La base solide, ça serait Craig Anderson qui s'en va très bientôt. Là. C'est les ennemis. On sent même que les partisans sont frustrés. Il y a une colère là, à travers. Puis en plus, ils ont eu de la misère à vouloir avoir des plans pour la nouvelle construction. Parce qu'on s'entend que le Canadian Tire Center, il y a tellement de critiques envers ça. C'est dans un endroit où il n'y a rien, il n'y a pas de vie. C'est le néant total. En tout cas, on va leur souhaiter le meilleur pour la suite, mais pour les sénateurs, là, comme tu dis, ça va prendre du temps avant qu'ils rebâtissent leur confiance puis que justement qu'ils amènent une équipe compétitive sur la glace. Là. Au moins 4-5 saisons avant de faire les séries, selon moi. Oui, je pense que c'est bien vu. On revient tout de suite après la pause.
Pour la partie d'entrevue aujourd'hui, on s'entretient avec le boxeur Mathieu Germain. Salut Mathieu, ça va bien? Salut, ça va super bien, toi? Ça va très bien, merci. Écoute, on te reçoit aujourd'hui pour parler de ta carrière, de te faire connaître également de nos téléspectateurs. Est-ce que tu veux nous parler un peu comment tu as eu la passion pour la boxe? Je commençais vraiment jeune, je commençais à 9 ans. C'est une histoire de famille un peu. Mon père avait déjà boxé, puis c'est un fan de boxe. Mon grand frère a commencé la boxe ensuite, donc j'ai voulu suivre ses traces. Ton frère est en train aussi présentement. Oui, il est en duo avec mon coach Mike Moffat, donc il est dans mon équipe d'entraîneurs. OK, génial. Est-ce qu'il est là depuis tes tout débuts? Non, parce que lui aussi, il a fait sa carrière pendant un certain temps, mais non, je te dirais depuis mes débuts professionnels, ouais, donc ça fait environ 3 ans et demi, près de 4 ans. OK, génial. Si tu veux qu'on parle de ton dernier combat, en fait, tu avais une fiche immaculée de 16 victoires, aucune défaite. Là, maintenant, tu as un match nul, en fait. Ouais, un match nul. Est-ce que tu as des appréhensions pour ton prochain combat ou... Ben, on espère reprendre le même adversaire. On va essayer de se rebattre contre Steve Claggett. C'est un très bon combat. Les gens ont aimé ça. J'étais sûr d'avoir fait assez pour gagner. C'est un combat serré, mais j'étais certain d'avoir fait assez pour l'emporter. C'est sûr que je suis déçu un peu de la décision, mais écoute, c'est pour ça que j'aimerais ça reprendre Steve Claggett, mon prochain combat. OK. Dans le fond, tu as eu une petite baisse d'énergie à la fin. Ouais, 10e round, j'étais un peu fatigué avec l'intensité quand j'ai regardé le combat après avec l'intensité. C'est un combat d'expérience, justement, d'essayer de... C'est pas que j'étais super en forme, super bien entraîné. C'est plus de gérer, d'exploser à des bons moments, au lieu de tout le temps être à 100% tout le long du combat. C'est quasi impossible pour 10 rounds. Donc, c'est un bon combat d'expérience. Exact. Il faut que surtout tu fasses travailler là-dessus éventuellement pour tes prochains combats. Ouais. Mais écoute, j'ai aucun doute. Tu es vraiment un boxeur dynamique. On voit dans tes combats, dès le départ, tu l'attaques, tu veux pas le laisser deviner ce que tu vas faire. J'ai vu un combat contre Fuego. Tu n'as pas laissé vraiment trop de marge de manœuvre. C'était vraiment impressionnant. Ouais, merci. Ouais, ben, je suis un gars qui a une bonne intensité. J'ai de la misère à laisser le combat relax. J'aime ça que les gens en aillent pour leur argent. Puis ça fait partie de mon style d'avoir les mains actives puis de lancer beaucoup. Exact. Écoute, là, tu vas te battre pour le titre IBF nord-américain, c'est bien ça? Non, je suis champion IBF. T'es champion IBF? Ouais. Okay, je devrais me rebattre sûrement pour le titre encore, le défendre, mais ça fait, dans le fond, ça fait 2 combats que je les défends, dont le dernier. Donc, je suis encore champion vu que c'est nul. Est-ce que ça fait partie de ta décision que ça va être justement l'Albertin que tu vas te combattre pour le prochain combat? C'est pas sûr encore. Ouais, c'est ça. On attend, on essaye que ce soit ce combat-là, mais on va voir. Si c'est pas lui, ça va être. On va faire notre chemin puis on va aller se battre contre un autre adversaire, mais j'espère que c'est lui le prochain. OK. Ça, tu voudrais te prendre ta revanche directement. Oui, exactement. Juste aller clarifier les choses, justement, sortir avec la victoire. Puis en même temps, les gens ont vraiment aimé le combat, donc ça serait bon pour eux de revoir ce deuxième combat. C'est ça que les gens veulent, donc j'espère que ça va fonctionner. Exact. Écoute, je veux savoir, en fait, tes qualités en tant que boxeur, qu'est-ce que tu dirais? Ben, mon intelligence dans le ring, c'est sûr que tout le monde, c'est pas mal ça qu'ils me disent. Puis je pense que je suis un gars qui justement, que le niveau d'adaptation est rapide, donc mon intelligence sur le ring, mais je suis un boxeur spectaculaire aussi, comme je disais tantôt. Je fais des super bons combats, donc je pense que c'est mes bonnes qualités de boxeur. Tu as des bonnes combinaisons également. Également, on sait que tu fais partie c'est Underdog ou je pourrais... Mon gym est Underdog. C'est Underdog Gym. De Tiger Management. Ouais. Exact, avec le mieux en fait, c'est ça? Oui, le mieux dans le même groupe. Est-ce que vous avez une fraternité entre vous? Oui, c'est un bon ami à moi, David. Je m'entends bien avec. Ouais, OK. Génial. Dans le fond, j'ai une petite question pour toi par rapport... est-ce que tu as quelque chose à dire pour les jeunes qui veulent éventuellement faire la boxe, pour tous ceux qui... C'est un super beau sport au niveau de la discipline, justement. Moi, ça m'a pas sorti de la rue, mais ça m'a aidé à justement pas faire des mauvais choix parce que j'étais toujours motivé à m'entraîner puis à rester en shape puis à aller au gym. Donc, après l'école, au lieu d'aller faire des niaiseries dehors ou d'aller niaiser avec mes amis, bien, je m'en allais au gym puis je m'entraînais. Donc, c'est sûr que niveau discipline, c'est super bon. Puis, j'encourage les jeunes, c'est sûr, à avoir un sport, que ce soit la boxe, que ce soit n'importe quoi. Juste d'avoir une passion, un sport, puis de mettre le temps puis l'énergie à la bonne place. Exact.
Je sais que tu as un goût pour le hip-hop. Ta track pour c'est Ouais, Radio or Not des Fugees. ouais. Est-ce qu'il y a une raison particulière pour... Non, honnêtement, c'est vraiment j'ai aimé, j'ai décidé de mettre ça au début, puis maintenant c'est une superstition, puis je pense que les gens m'associent un peu quand ils entendent ça, ils savent que je vais rentrer sur le ring, mais Here I Come, ouais, c'est ça, exact. mais c'est vraiment niveau superstition maintenant que je rentre toujours avec la même chanson. Cool. Puis pour ton entraînement, en fait, ça te rend à peu près 6 jours semaine, je crois Je bien? m'entraîne 6 jours semaine, ouais. Des journées même, 2 fois par jour. OK. Ouais, c'est même 100% exigeant. de mon temps, ouais. Tu maintiens ça depuis tes débuts, depuis 2015 à peu près? Même amateur, je veux dire, j'avais un 5-6 entraînements par semaine. Donc, depuis que j'ai... tu sais, au début, c'est sûr que tu t'amuses un peu plus quand tu es jeune, mais je dirais depuis que j'ai 14-15 ans que je m'entraîne 5-6 fois semaine. OK. Puis ta routine, mettons, ça ressemble à quoi, une journée? Ben, en partant, souvent, c'est un entraînement le matin, conditionnement physique. OK. Ensuite, un peu de repos, puis entraînement le soir. Donc, ma routine, à part au niveau familial, niveau sport, c'est vraiment entraînement, je me repose. Le soir, je passe du temps avec les enfants, je me repose, puis le lendemain, ça a recommencé. C'est vraiment... C'est mon travail, c'est ma passion, donc c'est vraiment là-dedans que je mets tout mon temps dans l'entraînement. Complètement. Ouais, mais j'aime ça, c'est une passion, donc c'est pas dur pour moi d'être travaillant comme ça puis de mettre du temps là-dedans. Mais le fait en tant que tel d'avoir ton frère Martin dans ton équipe avec toi, est-ce que ça t'aide un peu à concilier le monde professionnel versus famille? Oui, bien, on est vraiment une famille proche de base. Fait que mes parents, mon frère, on se parlait déjà tous les jours, on se voit vraiment souvent. Fait que, tu sais, oui et non. Je suis content de l'avoir avec moi parce qu'on vit notre passion ensemble, puis on la vivait même quand on n'était pas dans la même équipe. Mais non, au niveau famille, on se voit vraiment souvent de toute façon. Donc, je le vois encore plus souvent, je le vois au gym. C'est sûr que c'est le fun, mais non, j'ai une bonne relation avec ma famille. Pour ton futur, tes défis personnels? C'est sûr que moi, je me fixe des petits objectifs à court terme. Fait que c'est de monter les échelons dans le classement mondial pour un éventuel championnat du monde, c'est sûr. Mais on y va graduellement. Puis c'est sûr que ça nous a pas mis un pas de recul, pas du tout, ce combat-là. Ça a juste comme garder ça là. Maintenant, on doit soit reprendre Steve Claggett et le battre pour monter les échelons au niveau mondial ou en affronter un autre. Mais mon but est de monter dans le top mondial, dans le top 10. Graduellement. Ouais, graduellement, d'ici l'année prochaine. Est-ce que tu cherches des partenaires éventuellement ou tu en as des bons partenaires pour te donner la visibilité éventuellement? Pour le moment, ça va bien. J'ai des super bons commanditaires, des super bons partenaires. Niveau box, je suis avec la meilleure compagnie au Canada puis une des meilleures au monde, Eye of the Tiger. Donc, je suis super bien entouré là-dessus. Je suis loin d'être à plaindre. Puis, non, c'est vraiment pour le moment, puis même pas juste pour le moment, je suis super choyé, privilégié d'être entouré comme je le suis. Génial. Mais écoute, on va souhaiter la meilleure des chances pour le futur. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être venu avec nous. Ça fait plaisir. En compagnie d'Hélène Lavigne, soyez des nôtres pour le fameux Télébingo des Basses-Laurentides. Toute l'équipe est fébrile et vous attend afin de faire de votre dimanche une journée ensoleillée et possiblement chanceuse. Cliquez j'aime sur notre page Facebook pour faire vos salutations en direct et pour tout savoir sur votre Télébingo. Visitez le site internet de TVBL pour connaître nos points de vente et vous procurer des cartes de jeu. Le Télébingo, maintenant en HD, c'est dimanche 9h30 sur les ondes de TVBL. Je suis très fière de représenter le conseil d'administration pour souligner le lancement de programmation hivernale de TVBL. Toute l'équipe a travaillé très fort pour offrir le meilleur à ses téléspectateurs et nous tenons à vous remercier. Votre travail acharné permet au conseil de faire évoluer notre télé et de poursuivre sa mission, informer les citoyens des Basses-Laurentides avec un produit de qualité. Quant à vous, chers téléspectateurs, merci d'appuyer la télévision locale. Par le simple fait de syntoniser TVBL, de partager nos émissions en ligne et de proposer des sujets, vous faites vraiment une différence. Vous permettez à plusieurs passionnés de travailler dans un milieu créatif hors du commun, en plus d'offrir la chance à plusieurs jeunes de faire leur premier pas dans le domaine télévisuel. Votre soutien a même une saveur politique. Vous lancez un message clair concernant l'importance des médias locaux et communautaires. Nous sommes convaincus que nos bénévoles à l'animation, reçus dans le cadre de cette émission spéciale, sauront vous donner envie de suivre notre programmation encore plus rigoureusement. Merci et bonne saison sur nos ondes.
Pourquoi j'aime travailler avec la TVBL, me demanderez-vous? Parce qu'ils sont travaillants, gentils, professionnels et drôles. De plus, nous passons en HD. Wow! Et eux aussi, ils aiment travailler avec moi. Et voici pourquoi. La CCITB est fière de soutenir la TVBL en tant que membre organisme puisque cela nous permet d'être invités dans l'une de leurs émissions et en plus, l'extrait nous est offert gracieusement. Cela nous permet de parler de notre organisme à un vaste public et de bénéficier d'un plus grand rayonnement. J'ai commencé à m'intéresser à la TVBL, c'était en janvier 2000, lorsque celle-ci s'appelait Télévision communautaire du Grand Saint-Jérôme. Avec les années, j'ai toujours supporté la TVBL quand nous avons l'opportunité de pouvoir assister à différents événements. Pour la deuxième partie de la discussion, on va justement parler des trophées dans la Ligue nationale de hockey. On commence avec le trophée Hart. Oui, donc le trophée Hart qui est remis au joueur le plus utile de son équipe. Là, on pense à un certain Nikita Kucherov avec le Lightning de Tampa Bay. Lui qui a été le premier à atteindre le cap des 100 points cette saison dans la Ligue nationale de hockey. Lui, c'est juste une machine à points, ça n'a pas d'allure à chaque saison. Donc, selon moi, c'est lui qui mérite l'honneur. On s'entend que le Lightning de Tampa Bay est très dominant cette saison. Puis ça, c'est en grande partie à cause de ce joueur-là, surtout en avantage numérique, qui est dominant, puis à 5 contre 5 aussi. Là, mais l'avantage, c'est juste tellement destructeur là, pour le Lightning de Tampa Bay. Donc, ouais, c'est une machine à points, ce gars-là. Tout à fait d'accord avec toi. Il y a aussi Patrick Kane. On sait que lui avait reconnu une resurgescence dernièrement avec Chicago. Il y a eu des changements avec le club. Peut-être McDavid, on va passer à côté cette année. Malheureusement, il ne connaît pas une grosse année comme l'année précédente. Ce qui me fait parler du prochain, Maurice Richard. C'est qui tu vois, en fait, est-ce que ça va être encore Alex Ovechkin? Oui, c'est ça. On pourrait l'appeler le trophée Alex Ovechkin plutôt que Maurice Richard. Ouais, tout à fait. Ça pourrait être son 8e en carrière, soit un record. Impressionnant. Donc ça serait absolument incroyable. Puis je pense qu'il est encore une fois, lui, le premier à atteindre le cap des 40 buts cette saison. Ouais. Donc, puis il n'est pas fini, là. On s'entend, là, il reste encore plein de buts devant lui. Donc moi, presque ça à 100 que ça va être lui. Ou on pense peut-être encore une fois à Patrick Kane, que lui aussi, qui est pas loin derrière Ovechkin. Exact. Le seul problème, c'est qu'ils n'ont pas le même niveau d'équipe. Donc, on voit que les Blackhawks, ces temps-ci, ont un peu plus de la misère. La course aux séries, bien, c'est même pas sûr qu'ils vont les faire. Non, c'est ça. Donc, c'est sûr que ça aide Alexander Ovechkin d'avoir une équipe plutôt dominante. Donc, qui sait? Mais moi, je garderai vraiment le trophée... Encore une fois, Alexander Ovechkin qui le mérite grandement. Est-ce que tu penses aussi que ça va être lui? Ovechkin, oui, mais il y a aussi Leon Draisaitl de de Edmonton, excuse-moi. Également, tu parles ça de Kane, c'est sûr qu'il connaît une grosse année. Mais penses-tu qu'on va avoir un marqueur de 50 buts cette année? Ah, carrément, c'est clair à 100 Ovechkin s'en va vers là, je suis garantie. Donc, ouais, j'ai bien hâte de voir ça. Puis c'est peut-être pas juste Ovechkin, on pense à, comme tu as dit, à Kane, Draisaitl. Donc, au moins 3, selon moi. Là, j'y vais... Je pense, ouais. Fait qu'on y va avec Kane, Ovechkin et Draisaitl? Oui, selon moi. On est d'accord avec ça. Pour le trophée, le prochain trophée, on va y aller avec le Norris. Qui tu vois, en fait, en nomination? Moi, un cher défenseur de Calgary, on pense à Norris, qui est le trophée remis au meilleur défenseur. Donc, Mark Giordano avec Calgary. Il accorde absolument pratiquement aucun but quand il est sur la glace. Puis, qu'est-ce qui arrive quand il est sur la glace? Il aide énormément à faire des points. Donc, il a déjà dépassé le cap des 35 points. Puis, on regarde son âge, là. Il a 35 ans, ce défenseur-là. Donc, c'est plus un genou, là. Puis, c'est vraiment incroyable ce qu'il peut faire sur la glace. Il est dominant. Puis, comme j'ai dit, quand il est sur la glace, là, les autres équipes le voient et sont comme « Ah, OK, c'est pas sur cette présence-là que je vais compter mon but. » Donc, fait que, non, il est dominant autant en attaque qu'en défensive. Je suis d'accord avec toi. Avec le départ de Dougie Hamilton, j'ai l'impression qu'il a pris beaucoup plus d'espace puis il a beaucoup plus de temps en avantage numérique également. De mon côté, j'y vais avec Brent Burns, qui risque de remporter une deuxième année le meilleur défenseur de la Ligue. On sait que justement, il a gagné le trophée en 2017. Cette année, j'ai l'impression qu'il va le rafler également. Il faut parler aussi de Morgan Riley des Maple Leafs de Toronto. Est-ce que tu le mets dans le lot du top 3? Je le mets dans le lot du top 3. C'est sûr que souvent, je regarde l'ensemble de l'équipe. Oui, le trophée, c'est un trophée individuel, mais on regarde l'ensemble de l'équipe. L'équipe de Toronto est absolument dominante cette année. On pense aussi à Calgary, encore une fois, dominante. Donc, c'est sûr que ça aide les joueurs, surtout quand on a un bon gardien de but derrière soi. Donc, puis une bonne attaque en plus, là, ça peut juste aider. Ah ouais, exact. Donc, non, c'est ça. C'est sûr que
un de ces joueurs-là, je garantis qu'ils ont le trophée, soit à Calgary, à Toronto cette année. Mais tu le donnes à Giordano? Je le donne à Jordan, OK, effectivement. parfait. Moi, je le donne à Burns. Pour le Lady Bing, on va voir ça assez court. Tu le donnes à? Alexander Barkov. Ouais, exact. Donc, J'ai pas le même. effectivement, et lui, l'affaire avec lui, c'est qu'il ne pogne pratiquement aucune minute de pénalité, mais il en fait pogner aux autres joueurs des autres équipes. Donc ça, c'est frustrant pour un autre joueur d'une autre équipe quand tu le sais que dès qu'il est sur la glace, il va toujours te faire quelque chose pour que toi, tu aies une pénalité. Donc, il met jamais son équipe dans le trouble, puis il met les autres équipes dans le trouble. Donc ça, c'est vraiment un joueur dominant pour ça, là. Je suis totalement d'accord avec toi. Rien à rajouter. Pour le Selke, je pense que là, on va avoir un petit débat. Moi, je vois que Elias Lindholm de Calgary, on en parlait tantôt, les Flames ont connu une saison absolument remarquable. Il est vraiment dominant côté des mises au jeu. Et c'est une des meilleures unités en désavantage numérique. Effectivement. Puis quand on parle justement du Selke, c'est le meilleur attaquant défensif. Tout à fait, oui. Donc, moi, encore une fois, je pense qu'il faudrait changer le nom du trophée pour le trophée Patrice Bergeron. Lui, ça n'a pas d'allure. Ça pourrait être son 5e trophée comme ça. Donc, ça, c'est absolument incroyable. Puis pour de vrai, là, il dépasserait Bob Gainey. Donc, ça serait le seul à avoir eu 5 trophées Selke dans sa carrière. Puis je pense qu'il le mérite. Et avec les Bruins de Boston, il a toujours été dominant. Puis considéré comme un des meilleurs Québécois de la Ligue. Puis un petit joueur de chez nous, encore une fois, ça, c'est très intéressant, là. Effectivement. On va ensuite parler du Calder. Je sais que tu aimes bien le jeune du Canadien, Kotkaniemi. Je vais te laisser aller avec ça. C'est ça l'affaire, c'est que moi, je pense que le Calder, il y a zéro débat là-dessus. Ouais. C'est sûr à 100% qu'il va aux joueurs de Vancouver, donc Elias Pettersson. Tout à fait. Toutefois, on pense à ça. Moi, je pense à Jesperi Kotkaniemi avec le Canadien de Montréal. C'est juste une surprise, ce joueur-là. D'après moi, il ne va pas le gagner, mais il faut quand même le considérer. C'est une surprise. Un jeune joueur de centre vraiment talentueux. Personne ne le voyait être repêché dans le top 3 cette année. Il a été repêché 3e par le Canadien, quand tout le monde pensait que ça serait Philippe Zadina. Donc, un peu surprenant. Puis on regarde à la date limite des transactions, Marc Bergevin, il a parlé là, aux médias, puis il a dit, littéralement, il y a plein d'équipes qui parlaient d'échange, puis le nom qui revenait tout le temps, c'était Jesperi Kotkaniemi. Il a dit, c'est sûr, moi, là, c'était un nom automatique, je le prends pas. Donc, ça pourrait être un bon choix, vraiment un jeune centre de talent, mais moi, c'est sûr que ça va avec Elias Pettersson. C'est même pas un débat, selon moi. Il a atteint le cap des 50 points, dont 25 buts, puis le jeune a 20 ans, là. Il est juste incroyable. Puis il y a eu une petite frosse, là, avec quand il jouait contre le Canadien, là, Jesperi Kotkaniemi, il a failli le blesser, mais il est revenu après pas longtemps, donc sûr à 100% que c'est lui qui gagne, selon moi. Totalement d'accord avec toi, il va remporter haut la main, mais il faut aussi pas oublier le Rasmus Dahlin de Buffalo. Ah, absolument. Il a eu un gros impact cette année sur son club, mais tout comme Elias Pettersson. Puis il a juste 18 ans aussi, c'est ça qui est incroyable. Puis lui, il atteint le cap des 35 points pour un défenseur. Ce qui est impressionnant, ça aussi. Oui, vraiment. On évoque le Vizina, le meilleur gardien. Est-ce que tu as Anderson puis Vasilevski dans ton top? J'ai Vasilevski, en fait. Okay. Vasilevski, j'ai un top 3, en fait. Vasilevski, Fleury et Carey Price. Là, Carey Price, on s'entend, première moitié de saison qui n'était pas super dominante, mais la deuxième moitié, c'est un des meilleurs gardiens depuis la mi-janvier. Là, il est vraiment dominant dans la Ligue. Toutefois, c'est ça, le début de saison ne lui vaudra pas le trophée Vizina. Tu penses, malgré ça? Ouais. Non, je pense pas, parce que Vasilevski, justement, est tellement dominant. Oui, il y a une équipe dominante, mais avec Tampa Bay, ça n'a juste pas d'allure. Ouais. Il y a un des meilleurs pourcentages d'arrêt de la Ligue, une des meilleures moyennes de buts par match de la Ligue. Pour vrai, il fait peur comme gardien de but. Il est rapide, il est gros, il est fort. Fait que c'est vraiment dur de le déjouer, là. Ouais, je suis d'accord. Mais Fleury, avec son nombre de blanchissages cette année, ça pourrait aussi l'aider à remporter le prix. Hein. Ah, ça, c'est clair. C'est dominant au niveau des blanchissages. Donc, je pense que ça peut juste l'aider, là. Avec ton gagnant, ça serait Vasilevski? Vasilevski. De Tampa Bay. Excellent. Pour le Jack Adams, remis au meilleur entraîneur. Encore une fois, je pense que c'est un peu comme le Calder. C'est un trophée que c'est évident, ça va être qui. Donc, je pense au cher Barry Trotz avec les Islanders de New York. Exact. Lui, ça n'a pas d'allure. Il est arrivé cette année en 2018, en fait, au début de la saison. Puis il a perdu un gros morceau des Islanders, John Tavares. Puis là, on se dit, mon Dieu, comment il a fait pour les rendre là? Puis ils sont dans les premiers de la division métropolitaine. Là. Puis
On s'entend qu'avec le départ de Tavares, on s'attendait vraiment pas à ça. Non, c'est une grande surprise. Donc, ouais, fait que je pense que ça pourrait être un bon choix. Sinon, John Cooper, peut-être de Tampa Bay, mais en même temps, avec l'équipe qu'il y a, je pense que c'est facile Les pareil éléments comme sont un là. bon coach. Ouais, exactement. Et selon toi, ça va être qui? Moi, j'aime bien Bill Peters à Calgary. Ouais. Ouais. Vraiment, il a transformé l'équipe. Ça s'est plus soudé. Je trouve qu'ils sont une des meilleures équipes dans l'Ouest. Vraiment, Bill Peters. Ce qui m'amène, en fait, au DG de l'année. Ouais. Moi, j'en ai 3 en tête. Moi, j'aimerais ça que tu te lances, en fait, sur celui que tu penses qu'il devrait remporter le prix. En fait, moi, je pense au directeur général de Columbus, avec le nom un peu difficile à prononcer. Donc, Jarmo Kellanen, il est dominant. Là. Il y a eu plein d'échanges super avantageux à la date limite des transactions. On pense à Duchesne, on pense à Dzingel. Puis j'ai hâte de voir, par contre, parce qu'il y a plusieurs de ces joueurs qui vont devenir joueurs autonomes là, d'ici la fin de la saison. Puis il y a plein de bons joueurs de talent. On pense à Bobrovski, à Panarin, à Duchesne, Dzingel. Mais c'est parce qu'il y en a peut-être une couple qui vont vouloir partir d'ici la fin de la saison. Exact. Il a sacrifié beaucoup pour améliorer son équipe. Effectivement. Rapidement, moi, de mon côté, ça va être Brad Treliving de Calgary encore. Il est allé chercher David Lerich. Il est allé chercher Noah Hannifin. Et il a engagé Bill Peters comme entraîneur. Et comme je disais tantôt, il y a Leland Home aussi. J'ai l'impression que Calgary, le DG de Calgary devrait remporter. Effectivement, bon choix. Merci pour toi. Merci. Et on se laisse là-dessus. Pour le calendrier de cette semaine, on débute avec le Canadien de Montréal qui sera en action à partir du 14 mars. On va visiter donc les Islanders de New York à 19h au Nassau Coliseum cette fois-ci, alors qu'il y a eu des matchs au Brooklyn Arena également du côté des Islanders, mais là cette fois-ci c'est donc au Nassau Coliseum. Ensuite, le 16 mars, ce sera les Blackhawks de Chicago qui seront au Centre Bell dès 19h pour y affronter le Canadien. Encore une fois, un match quand même important pour la course aux séries éliminatoires. Et ensuite, le 19 mars prochain, on va visiter les Flyers de Philadelphie à 19h au Wells Fargo Center. On aura également du soccer cette semaine, le 16 mars, samedi 16 mars, alors que l'Impact va disputer un troisième match à l'étranger consécutif. Donc, on va visiter le Orlando City FC à 16h du côté du Orlando City Stadium, donc évidemment dans le secteur de la Floride. On termine notre saison du côté de l'Armada de Blainville-Beaubriand avec 2 matchs. Donc, le 15 mars, ce sera une visite face aux Foreurs de Val-d'Or dès 19h au centre Air Québec. Et le lendemain, on sera encore une fois dans le secteur de l'Abitibi, mais cette fois-ci face à la puissance des Huskies de Rouyn-Noranda dès 16h. Donc, on sera à l'Arena IMGold en action. On termine notre calendrier également avec le Grand Prix de Formule 1. Ce sera le premier Grand Prix de la saison qui sera disputé donc du côté de l'Australie. Donc le 16 mars, il y aura les qualifications sur le circuit d'Adélaïde et le lendemain, on aura l'épreuve officielle, donc le 17 mars qui sera présentée dans les alentours de 9h le matin. C'est ce qui complète notre émission de Sporadique cette semaine. On espère que vous avez apprécié notre contenu et évidemment, si vous avez des suggestions à faire, vous pouvez toujours aller sur notre site web sporadique.com ou notre page Facebook Sporadique, tout simplement. Merci à tous d'avoir été là et je vous lance de rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition de Sporadique.